Merci de nous rejoindre. Je m'appelle Vincent Courson, je travaille à Google à l'équipe Search Quality qui est à Dublin. Et je vais animer principalement ce Hangout en air ce soir avec vous, en français. Il y a aussi Zineb qui nous rejoint et qui est depuis le bureau de Zurich. Zineb, tu peux sans doute te présenter. Je vais le micro. C'est bon. Bonsoir à tous. Donc oui, je m'appelle Zineb, je suis basée à Zurich et je suis dans l'équipe des Webmaster Trends Analysts en charge de faire la liaison entre les ingénieurs Google Search et les webmasters propriétaires de sites. Donc voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de Hangout en air en français. Le dernier était, si je me souviens bien, au printemps dernier, donc ça fait un peu de temps. Et il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Avant qu'on commence à rentrer dans les questions-réponses, certains points que j'aurais aimé rappeler de manière générale. Si vous avez des questions à poser dans ce Hangout en air, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Q&A qui se trouve sur la gauche de la fenêtre du Hangout et qui doit être disponible sur YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et voter sur celles des autres personnes. Donc, quelques points sur ce qui s'est passé récemment dans le monde de Google et des webmasters. La première chose, c'est le mois dernier, on a fait en Californie, au campus de Mountain View et à San Francisco, le sommet des TC, le TC Summit. Pour ceux qui ne savent pas, les top contributeurs sont des sortes d'experts, de super modérateurs en fait sur les forums de support Google. Donc il existe des forums de support dans beaucoup de langues et pour beaucoup des produits de Google. Et on a donc un forum pour les webmasters français. Et nos top contributeurs français, 3 sur les 4 que nous avons actuellement, ont pu nous rejoindre en Californie pour quelques jours pour faire des sessions de training, de présentation des produits Google, parler avec les équipes d'ingénieurs, faire remonter du feedback, etc. Le but était de créer une communauté, vraiment faire en sorte que tous les top contributeurs de tous les produits, de toutes les langues interagissent entre eux et créer des liens, mais évidemment aussi avec les équipes de Googler, les équipes telles que Zineb et moi, qui sommes en interaction très régulière avec les utilisateurs et les webmasters, mais aussi avec les ingénieurs qui ont assisté à ces sessions et qui sont venus présenter les nouveautés sur leurs produits, etc. Et donc, on a publié un article sur le blog français à ce propos. Je vous invite à aller le lire pour un peu plus d'informations chiffrées sur ce qui s'est passé là-bas. Deuxième chose, deuxième point sur lequel je voulais appuyer aujourd'hui, c'est la quantité d'efforts qui a été faite depuis quelques mois, depuis le printemps notamment, sur les problématiques de sites piratés et de sécurité des sites web. Donc c'est pas nouveau, ça fait longtemps que Google fait en sorte de se battre contre ces problèmes de sécurité, mais il y a eu particulièrement beaucoup d'activités de communication et derrière le rideau sur cette problématique. Donc depuis cet été, on a fait une campagne mondiale qui s'appelait NoHacked et qui nous a permis de tous les jours discuter de problématiques liées pardon, excusez-moi, à la sécurité. On a publié des études de cas qui ont permis d'accompagner, de donner plus d'informations aux webmasters sur savoir comment nettoyer leur site en cas de problème de sécurité. Il y a eu des évolutions algorithmiques qui ont été lancées récemment, dernièrement cet automne, qui permettent en fait de supprimer plus de pages piratées des résultats du moteur de recherche pour ne pas présenter des résultats non safe, non sécurisés aux utilisateurs du moteur de recherche. Et ce sont certaines des nombreuses choses qui se passent actuellement. Donc c'est un sujet qui est très important pour nous et on est toujours à la recherche de feedback là-dessus. Est-ce qu'on donne les meilleures informations possibles, oui ou non? Donc si vous avez des commentaires là-dessus, on est toujours très preneur de ce genre de choses. Troisième chose, rapidement, ce sont les applications dans le résultat du moteur de recherche prennent de l'importance et sont en tout cas quelque chose que Google est en train de tester de plus en plus et avec succès. On voit une certaine interaction des utilisateurs sur les applications. Il y a notamment 2 tests qui ont été lancés récemment, qui sont pour l'instant uniquement pour les résultats anglais, mais qui pourraient, s'ils sont couronnés de succès, être cascadés, être
répandu au monde entier. Il y a le fait de pouvoir maintenant indexer une application sans avoir besoin d'avoir un contenu équivalent sur un site web. Jusqu'à présent, l'app-indexing, qui est cette technique qui permet de faire remonter des applications dans les résultats de recherche mobile de Google. Pour mettre ça en place, jusqu'à maintenant, il fallait que le contenu de l'application soit aussi existant sur un site web et qu'un lien soit fait entre les deux. Nous faisons des tests en ce moment pour se passer de ce point précis pour pouvoir indexer toutes les applications si le contenu répond aux questions des utilisateurs. Un autre test, c'est quelque chose qui est aussi testé pour voir si ça correspond à ce que veulent les utilisateurs. C'est le fait de pouvoir avoir une sorte de preview d'une application directement dans le résultat de recherche, donc avant même d'installer, de se rendre compte de la qualité d'une application. C'est un des tests nombreux qui est fait et ça a été annoncé récemment. Donc voilà, ce point-là, c'était vraiment pour montrer les applications sont importantes. Et si vous avez des questions aujourd'hui à poser sur les applications dans les moteurs de recherche, n'hésitez pas à les poser. Quatrième et avant-dernier point, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur personnellement, c'est quelque chose sur lequel je travaille dans l'équipe anti-spam de Google, qui est la problématique des redirections mobiles, les redirections trompeuses non voulues par l'utilisateur. J'ai écrit un article sur le blog français, qui est publié sur le blog international, mais qui est trouvable sur le blog français pour les webmasters, sur ces problématiques. Lorsqu'un utilisateur croit atteindre une page en cliquant sur un résultat du moteur de recherche, et en fait est automatiquement tout de suite redirigé vers un contenu qui n'a rien à voir. Et parfois, c'est une redirection mise en place par le webmaster lui-même, et parfois, la redirection se passe sans que le webmaster soit au courant. Donc, j'ai essayé de donner des informations sur comment troubleshooter le problème, comment trouver la problématique et trouver une solution. Même chose, c'est un sujet où j'aimerais savoir ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a besoin de plus d'informations? Est-ce que les informations actuellement données sont pertinentes? Donc, n'hésitez pas à donner du feedback là-dessus et à partager vos propres expériences. Et dernier point que je voulais aborder, c'est que je serai la semaine prochaine en France pour 2 événements. Le premier, c'est mercredi prochain, je serai à une conférence co-organisée avec la FEVAD, qui est la Fédération pour l'e-commerce et la vente à distance. Ce sera un événement réservé aux membres de la FEVAD. Si vous êtes membre de la FEVAD, vous pouvez y aller sans problème. Et ça sera basé principalement sur le référencement pour les sites d'e-commerce et les nouvelles tendances de manière générale. Et le lendemain, jeudi prochain, je serai à Marseille pour un événement qui s'appelle Google pour les pros, qui est en collaboration avec la CCI de Marseille, et où on parlera plus de problématiques reliées aux PME et aux personnes qui découvrent un peu plus le SEO. Donc il y aura une session d'une bonne heure, il me semble, sur ces problématiques. Donc voilà un peu l'actualité récemment fait de façon expéditive. J'aimerais savoir s'il y a des questions peut-être dans les personnes qui sont avec nous, d'abord pour commencer, ou si on attaque directement les questions qui ont été posées au préalable. Non, pas spécialement. Ok, alors on va tenter ça. Donc la première question, elle nous vient de Nicolas, qui nous dit depuis quelques jours, Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité dans Search Console en spécifiant le niveau de gravité pour les ressources bloquées. Du coup, les images Google Maps Statics API et Street View API ont une gravité élevée. Que faire? Alors, c'est très intéressant. Pour donner un peu de contexte, donc c'est dans la Search Console, on peut aller explorer une URL comme Google et Google pourra, à travers cet outil, donner une impression de ce que les robots voient en allant explorer les pages. Et on peut explorer et afficher, donc aussi montrer comment la page est vue par le robot au niveau graphique, au niveau visuel. Et du coup, ça met en place toute une problématique, à savoir, il faut que le robot Google puisse accéder aux fichiers ressources pour pouvoir interpréter la page. Donc les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, les images, etc. Et historiquement, il y a longtemps, Google disait qu'il valait mieux mettre ces fichiers ressources dans le robot TXT. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on recommande vraiment de rendre ces fichiers explorables pour les robots.
Alors, cette problématique avec les API Street View et Google Maps ne sont pas quelque chose que je connaissais. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner, savoir si, à moins que Zineb ait plus d'informations actuellement, mais moi, de mon côté, j'ai pas d'informations précises là-dessus. Donc, ce que je peux faire, c'est aller m'enseigner et poster sur Google Plus dès que j'ai des informations à ce sujet. Je sais pas si tu sais, toi, Zineb, quelque chose en particulier. Bah, en fait, il s'agit de ressources tiers qu'on a toujours fait remonter dans la Search Console et via le explorer comme Google et explorer et montrer la page comme Google. Alors maintenant, les rares cas où l'on montre les ressources Maps et Street View comme étant critiques et à haute sévérité, c'est quand la page ne contient que ça. Maintenant, si vous avez une page avec du contenu qui contient, qui fait appel à l'API Maps ou l'API Street View pour ajouter un petit contenu, ce ne sera pas critique ni sévère parce que la majorité du contenu de la page sera quand même lu et interprété correctement par Googlebot. Et dans tous les cas, de toute façon, vous n'avez pas la main sur ces ressources-là. Vous ne pouvez pas les débloquer parce que c'est des ressources tiers qui sont hébergées sur un autre domaine. Donc notre recommandation là-dessus, c'est de les ignorer. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci Zineb pour la précision. Euh, on va passer à la question suivante. Donc la question nous vient de Mathieu Chartier qui nous demande Google travaille-t-il vraiment sur un index mobile? Son but serait-il de ne proposer que des résultats compatibles mobiles? Cela pourrait être envisageable avec les URL récupérées via l'app indexing, les URL en AMP HTML, etc. Alors il y a plusieurs questions là-dedans. Je vais prendre la deuxième en premier. Le but serait-il de ne proposer que des résultats compatibles mobiles? Alors, je pense que la vraie question, c'est son but serait-il de ne proposer pour les utilisateurs mobiles que des résultats compatibles mobiles? Oui et non. La mobilité, l'aspect, la mobile friendliness, l'aspect d'être compatible mobile est important évidemment puisque c'est la façon dont la personne va interagir, le visiteur va interagir avec la page lorsqu'il atterrira dessus sur son smartphone par exemple. Mais c'est un critère qui reste mineur comparé au contenu de la page. Et est-ce que la page répond vraiment à la question de l'utilisateur ou non? Si on prend deux cas de figure, un trait blanc et un trait noir, on a une page quasiment vide qui mentionne une fois la requête de l'utilisateur et qui est adaptée au mobile. Et de l'autre côté, on a une page qui répond en long, en large et en travers sur le sujet, qui est très autoritative, recherchée, fournie, détaillée, bien optimisée au niveau référencement, mais qui n'est pas mobile friendly, qui n'est pas adaptée au mobile. Dans ce cas-là, il y a fort à parier que c'est plutôt la page qui répond vraiment au niveau contenu qui apparaîtra plutôt que la page qui est adaptée au mobile. Donc c'est un critère relativement important, mais le critère majeur, ça reste et ça restera toujours d'apporter la réponse à l'utilisateur, donc d'avoir du contenu de haute qualité qui réponde à la question. Alors, Google travaille-t-il vraiment sur un index mobile? À l'heure actuelle, non. Les plans sont toujours d'avoir, à ma connaissance, un index qui répond aux questions à la fois des utilisateurs desktop, et des utilisateurs mobiles, des utilisateurs tablettes, etc. L'aspect adaptation au mobile ou non, évidemment, joue là-dessus, puisque on va avoir un boost pour les pages qui sont mobile friendly sur les résultats sur appareil mobile, sur smartphone. Du coup, c'est pas un index différent, mais c'est une façon différente de regarder les résultats pour être plus adapté aux demandes particulières du visiteur. Ensuite, cela pourrait être envisageable avec les URL récupérées via l'app indexing et les URL en AMP HTML. La philosophie de Google à ce niveau-là est toujours d'apporter la réponse sous la meilleure forme possible. La meilleure forme possible, ça veut dire que en fait, l'index web, c'est un index de documents. Les documents peuvent être des pages web, peuvent être des images, peuvent être tout ce qu'on veut. Et du coup, on va aller chercher où on trouve les informations qui peuvent répondre à la personne. Si ce sont des images, on va montrer plus d'images dans la page de résultats
qu'une requête qui ne demande pas forcément d'image. Si c'est une requête pour laquelle il y a beaucoup de résultats dans les applications que l'on a indexées, à ce moment-là, on va présenter plus de résultats sur l'AppIndexing, parce qu'on estime que ça répondra mieux à la question de l'utilisateur, à la requête de l'utilisateur. Et pareil pour la technologie en AMP, si on trouve suffisamment de contenu soutenu par cette technologie, supporté par cette technologie, qui répond à la question, à ce moment-là, on la présentera sur mobile. Je vais juste compléter ce qu'a dit Vincent. Juste la question concernant l'index mobile. Ben, en fait, c'est quelque chose qu'on a annoncé lors d'une conférence, que Gary a annoncé lors d'une conférence il y a quelques mois. Oui, c'est quelque chose qu'on envisage. Donc c'est pas demain la veille, ça va pas être créé en janvier 2016 ni en mars 2016. Par contre, c'est quelque chose qu'on a envisagé tout simplement parce que l'aspect mobile est de plus en plus important aujourd'hui et que la manière dont on indexe les pages mobiles aujourd'hui ne reflète pas forcément ce qu'il y a sur les pages mobiles parce qu'on se sert encore des pages desktop. Donc c'est quelque chose, c'est une piste qu'on envisage, mais il n'y a rien de concret à annoncer pour le moment. Voilà. Ok. Ensuite, question suivante de Nicolas Chevalier, qui nous dit: est-ce que la prise en charge de HTTP 2.0 par le serveur web apporte un plus en termes de référencement aujourd'hui? Et deuxième question, et dans l'avenir? Alors, il me semble que non, pas directement. En fait, le fait d'être en HTTP 2 ne va pas donner de boost particulièrement. Dans l'avenir, pas que je sache. Voilà, on a la question suivante, qui est toujours une question de Nicolas Chevalier, qui a beaucoup de questions à nous poser aujourd'hui. Alors, Google a annoncé le déploiement d'une nouvelle version de Panda en juillet 2015. Pourtant, il y a eu très peu de retours dans le monde du SEO francophone, que ce soit des pénalités ou des levées de pénalités. Faut-il encore attendre pour voir les effets? Alors, Panda est toujours, et Penguin, les algorithmes de pénalisation de Google sont actuellement ont besoin d'être rafraîchis de temps en temps pour tourner à nouveau et pour qu'il y ait une mise à jour. C'est quelque chose, on entend beaucoup de retours là-dessus, qui peut être frustrant, notamment lorsqu'on est touché par une pénalité algorithmique. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Pour Penguin, le but est a priori de faire une version qui soit plus en cours en permanence plutôt que changer une fois peu régulièrement. Donc c'est un retour qu'on entend. Il y a eu peu de retours dans le monde du SEO francophone. C'est un peu compliqué pour moi de répondre à ça. Les analyses qui sont faites à ce niveau-là sont en fait faites chez Google à une échelle très différente, énorme, et on voit souvent des plus grosses des plus gros impacts que ce que voient les communautés SEO à l'extérieur. Ce serait intéressant, Nicolas n'est pas avec nous, je pense, aujourd'hui dans le Hangout. Ça aurait été intéressant de discuter, en fait, de savoir qu'est-ce que c'est que très peu de retours et qu'est-ce qu'il aurait attendu comme retour supplémentaire, ou ce qu'il se demandait un peu. J'ai un peu du mal en fait à répondre à cette question de manière très détaillée parce qu'elle est assez générale. Est-ce qu'il y a une question des personnes qui sont en live avec nous? Je crois que ouais, on va continuer à descendre la liste. Alors, on a une nouvelle personne, Nicolas Trimardo. J'espère que j'écorche pas les noms, hein. Nicolas Trimardo, qui nous demande bonjour, les données structurées ont-elles à l'heure actuelle un réel impact sur l'indexation de Google? Si oui, lequel? Par exemple, les données concernant les boucles décrites sur schema.org. Alors, les personnes qui ne sauraient pas, qui ne savent pas ce que c'est que les données structurées, c'est un ensemble c'est un système mis en place pour expliquer de manière plus générique, plus automatisée, ce qu'est le contenu d'une page web et de donner des propriétés à des entités. Donc, par exemple, l'entité événement, on crée des données structurées événements et ensuite on lui donne les propriétés
date, heure, lieu, participant, quels autres tout ce qu'on peut imaginer en fait des propriétés d'un événement. Et du coup, les robots, quand ils viennent sur cette page, sur une page qui comporte des données structurées sur un événement, comprennent directement là où ils auraient dû lire la page précédemment s'il n'y avait pas de données structurées et essayer de comprendre qu'on parlait d'un événement et ensuite essayer de comprendre que cette date-là, c'est la date de l'événement, etc. Donc en fait, de manière indirecte, les données structurées ont un impact sur l'indexation de Google puisque elles aident à comprendre ce que veut dire une page, ce qui est compris sur une page de manière directe. Est-ce que ça donne un boost? Bah, pas forcément. Ça va changer. Il va y avoir beaucoup de facteurs évidemment qui rentrent en compte. Ce n'est pas parce qu'une page a des données structurées qu'elle se retrouvera numéro 1 sur une certaine requête. En revanche, une page qui a des données structurées peut se retrouver numéro 1 puisque on la comprend mieux a priori qu'une page qui n'a pas les données structurées. Donc c'est un peu la réponse que je peux faire. Au niveau books, il me semble que ce n'est pas pris en compte, en tout cas chez nous. Je ne suis pas sûr, Zineb, si tu as des infos. Non. Bah, c'est un peu difficile à dire. Est-ce que si la question concerne simplement le référencement, genre est-ce que c'est pris en compte pour positionner une page ou pour décider de l'indexer ou pas? Pas vraiment, pas directement. Par contre, si vous suivez un peu l'actualité des dernières nouveautés Google Search, bah, Google Search, c'est plus simplement les 10 liens bleus qu'on a sur une page de recherche. Aujourd'hui, on a des choses comme Google Now, on a Google Now en tap, on a des résultats sous forme de cartes et pas simplement sous forme de pages. Et pour générer ces cartes, on utilise les données structurées. Donc ça, c'est indéniable. Et on a dans Now en tap, par exemple, qui est lancé en anglais pour le moment, on a des cartes livres, on a des cartes auteurs, on a des cartes calendrier, événements. Et tout ça, c'est généré à partir des données structurées. Donc, c'est utilisé, pas pour l'indexation normale, mais c'est utilisé pour faire remonter des informations sous forme de cartes aujourd'hui. Et les cartes, c'est l'avenir de Google Search. Donc, un conseil, utilisez les données structurées. Réponse plus forte que la mienne. Très bien. D'accord, donc j'espère que ça répond à la question de Nicolas. Alors ensuite, question suivante qui nous vient de Mathieu Chartier, qui nous demande: Google sait-il lire parfaitement du texte dans les images, voire dans les vidéos? Est-ce que cela pourrait influencer le ranking des pages? Alors clairement, pas conseillé d'avoir du texte dans les images ou dans les vidéos. Google lit mal encore l'information. Ça s'améliore, j'imagine, les technologies évoluent toujours, mais disons que là, on va être clairement dans une situation où il vaut mieux expliciter les images que de les laisser toutes seules à être interprétées. Je ne sais pas si vous avez fait le test, par exemple, dans l'application Google Photos. On peut faire une recherche pour essayer de trouver des informations, des photos qui correspondent à une requête dans son propre répertoire de photos, sans avoir à les taguer auparavant. Donc vous pouvez essayer de chercher chien ou chat, ou par exemple, et des photos vont remonter lorsque, à travers ce qu'on appelle du machine learning, l'application va comprendre que dans cette photo, il y a un chat, par exemple. Si vous faites le test, ça marche, c'est pas parfait. Ça marche dans certains cas. Dès que l'image est beaucoup moins claire, c'est beaucoup plus compliqué. Il en va de même pour la recherche. On comprend un peu les images, on comprend pas toutes, et on comprend pas toujours parfaitement. Il y a des erreurs qui peuvent se passer. Donc on recommande, et c'est la même chose dans les vidéos, on recommande vraiment, lorsqu'il y a des images et des vidéos, au moins d'avoir une description et un texte, un tag alternatif pour la photo ou la vidéo, et aussi d'avoir, si possible, si ça a du sens par rapport au site web et à la page en question, une légende à la photo, qu'elle soit dans un contexte. Lorsque Google voit une photo, on va essayer le robot va essayer de comprendre ce qu'il y a autour aussi pour comprendre le contexte de l'image et pas uniquement l'image, pour savoir quand la présenter, si ça a plus de sens dans un cas qu'un autre. Est-ce que ça pourrait influencer le ranking des pages?
plus on précise de contenu et plus il y a de chances que la page soit montrée en résultat si ça répond à la question de l'internaute. Donc, est-ce que le fait d'avoir du texte dans les images peut influencer le ranking? Non. Avoir du texte autour des images, oui. Avoir du contexte autour des images est important. Et des vidéos. Voilà, Nicolas qui nous précise la question précédente sur Panda. Il y a eu moins de retours dans la communauté SEO par rapport aux mages Panda précédentes. Ouais, une nouvelle fois, c'est compliqué. Les outils SEO évoluent. Il y a des nouveaux outils qui apparaissent. Les anciens outils ont aussi des mises à jour. Ils voient pas la même chose. Le web est différent. Le web est plus grand qu'avant. Le web est plus international. Le web est plus mobile. C'est très très complexe de répondre à ça. Est-ce que ça a eu moins d'impact? Peut-être. Je ne sais pas. Par exemple, il y a eu lors de la mise à jour de l'algorithme mobile friendly au printemps dernier, certaines personnes disant que il n'y avait pas eu d'impact du tout sur les pages de résultats de recherche mobile, que c'était du flanc, qu'il n'y avait rien eu du tout. Et en fait, très compliqué à étudier puisque il y a eu un impact important au niveau du nombre de requêtes touchées, pas forcément pour chaque requête. Donc on n'a pas forcément vu des énormes changements de position sur des requêtes particulières pour un site en particulier, mais en revanche le nombre de requêtes touchées par la mise à jour de l'algo a été énorme. Donc une nouvelle fois, des retours, comment sont-ils vus, par quels outils, par qui, sur quels critères? C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question. Et désolé de ne pas pouvoir être plus précis, mais c'est très compliqué malheureusement. Alors, question suivante, qui nous vient de Nicolas toujours. Est-ce que les pages web au format AMP, ampproject.org, ont un avantage en termes de référencement? Si oui, est-ce que l'on peut basculer seulement certaines pages d'un site au format AMP? Alors la deuxième question, oui, on peut basculer certaines pages seulement. Chaque page du site vraiment fonctionne au format qui est le plus simple, enfin qui est le plus simple, qui correspond à ce que vous avez envie d'en faire, tant qu'il est bien mis en place. Un site peut être partiellement en Ajax et partiellement pas en Ajax. C'est tant que tout est bien mis en place et que les robots comprennent chaque page individuellement, il n'y a pas de problème. Ensuite, est-ce que les pages web au format AMP ont un avantage en termes de référencement? Non, pas directement. C'est pas parce qu'une page est en format AMP qu'elle aura un boost. En revanche, de manière indirecte, c'est bien possible. Depuis longtemps, Google se concentre sur apporter la meilleure expérience utilisateur aux utilisateurs du moteur de recherche, et ça passe par un grand nombre de choses. Et l'une de ces choses est évidemment la rapidité. La rapidité à laquelle se charge une page. Une page se charge en moyenne sur mobile en 7 secondes, je crois. C'est peut-être des données un peu anciennes, mais en tout cas, cette année, j'ai lu l'information là-dessus. Donc, 7 secondes pour charger une page sur mobile. C'est beaucoup trop long. Chaque seconde qui passe à faire charger un site fait en sorte que les utilisateurs n'ont pas la patience d'attendre et repartent, ne voient pas la page et ça ne répond pas à leurs questions. Du coup, de manière indirecte, en ne donnant pas de réponse à l'utilisateur ou en lui donnant une réponse qui met trop de temps à apparaître, c'est une page qui peut-être ne passera pas les critères pour être montrée par Google en réponse à une requête. Donc en fait, de manière indirecte, en proposant une expérience utilisateur plus fluide, plus rapide, on répond mieux à l'utilisateur lorsqu'il cherche des informations. Du coup, de manière indirecte, être en AMP, ça peut avoir un avantage au niveau référencement si on est plus rapide. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vous coupe, je suis désolé, excusez-moi. Pas de problème, c'est bien d'avoir une question en live, c'est super. Oui, et puis c'est la première fois que je fais un petit hangout, alors voilà. Donc, bonsoir, bonjour, donc moi je m'appelle Hams, j'ai une petite question à Google. Ouais. La question en tant que telle, c'est qu'est-ce qu'exactement la notion d'expertise pour Google? En fait, je rebondis à une question que j'ai posée tout à l'heure à monsieur John Muller, qui a gentiment pris le soin de me répondre.
Donc la question c'était justement est-ce que c'était une bonne idée de réécrire des fiches produits dupliquées parce qu'elles sont dupliquées et parce qu'elles sont afin d'éviter le duplicate content, afin d'améliorer le texte actuel et afin de le rendre plus agréable à lire. Et donc la réponse qu'il m'a apportée entre autres c'était show your expertise to users entre autres. Donc qu'est-ce que la notion d'expertise aux yeux de Google, sachant que dans l'e-commerce, si demain je suis un vendeur de poignées de porte, comment je vais pouvoir matérialiser mon expertise? Voilà. Donc c'est principalement la question pour les sites commerçants, e-commerçants? Oui, les sites e-commerce en l'occurrence. D'accord. Alors, c'est une question hyper large et évidemment sans exemple c'est compliqué. De manière générale, l'expertise, c'est amener plus de valeur ajoutée que des documents en ligne concurrents qui pourraient apporter une réponse aussi. Dans l'e-commerce, c'est particulièrement problématique, puisque des sites d'e-commerce ont souvent des pages qui sont générées au travers de flux donnés directement par les fournisseurs ou qui sont créés de manière semi-automatisée et qui du coup n'apportent pas directement plus d'informations que la page sur le même produit dans un autre site. Puisqu'elles ont été créées à partir du même flux, par exemple, donc il y a exactement les mêmes informations dessus. À partir de là, créer de la valeur ajoutée sur la page elle-même, ça va passer par du contenu supplémentaire. Pas n'importe quel contenu. Pardon ? Tel que des avis clients, pardon, par exemple. Par exemple, des avis clients, ça peut être généré par vos clients, ce qui peut être une bonne idée quand c'est à échelle, quand on a beaucoup de pages. Créer du contenu pour chaque page, évidemment, prend beaucoup de temps. Donc, ça peut être une bonne idée. À mesurer cependant, il faut faire bien attention de mettre en place des systèmes de sécurité suffisamment importants pour ne pas se faire spammer, pour avoir du contenu qualitatif qui est créé par les utilisateurs. Donc ça, c'est une des choses qui est possible. Une autre chose qui est possible, c'est de créer du contenu soi-même par rapport à des produits. Donc, prendre des photos, les commenter, faire des études de cas, par exemple, les poignées de porte. Les poignées de porte, c'est évidemment quelque chose où on peut se dire, ouais, comment je montre que je suis un expert de poignées de porte. Est-ce que vous avez utilisé cette poignée de porte? Est-ce que vous l'avez déjà montée sur une porte? Est-ce que vous l'avez est-ce que vous avez un avis particulier dessus? Est-ce que l'industrie s'accorde à dire que cette poignée de porte est meilleure que les autres et pour quelle raison? Si vous savez ces choses-là, si vous êtes au courant de la poignée de porte, de toute l'information autour de la poignée de porte, il faut mettre cette information-là sur la page en fait. Ça permet de différencier et de montrer une expertise supplémentaire. Moi demain, si je veux, je peux aller créer un site web qui va vendre oui, des poignées de porte par exemple, mais j'y connais rien du tout. Donc la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est prendre un flux quelque part, me créer mes pages et mettre toutes ces informations-là. Et au final, j'ai aucune expertise dans le domaine. Quelqu'un qui a de l'expérience dans l'architecture, dans l'aménagement d'intérieur, quand il parle de poignées de porte, pourra sans doute créer un contenu beaucoup plus intéressant que ce que moi je vais pouvoir créer. Du coup, il y a quand même plus de chances que sa page à lui soit affichée devant ma page à moi dans les résultats de recherche. D'accord. Mais l'expertise, est-ce qu'elle peut se matérialiser aussi par un blog spécialisé qui va apporter des informations très spécifiques concernant les produits vendus, ou est-ce que c'est surtout au niveau du contenu des fiches produits que doit être mise en avant cette expertise-là, justement? C'est une bonne question et ça rappelle un peu le fait que le référencement naturel, c'est un des canaux d'acquisition qui existent lorsqu'on est en ligne. Et se concentrer trop sur un seul canal d'acquisition, c'est pas forcément une bonne idée. Un blog pourra peut-être permettre plus d'interactions sur Facebook ou LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, par exemple. Donc, dans ces cas-là, on est aussi en train de faire des efforts qui servent l'utilisateur, la personne qui sera vraiment intéressée par les produits. Et quand on y réfléchit de cette manière-là, Google cherche exactement ce genre de site web. Des sites web qui servent les utilisateurs, qui répondent exactement à leurs questions, leur apportent de la valeur ajoutée.
Faire un blog dans son coin, tout seul, sur le même domaine ou sur un autre domaine, etc., n'est pas forcément recommandé, dans le sens où il faut s'assurer que si on fait un blog, faut réfléchir en termes d'entonnoir, de conversion, tout simplement. Donc, ramener les personnes par le haut de l'entonnoir à travers les requêtes qu'ils peuvent avoir sur les moteurs de recherche ou par les groupes d'intérêt qu'ils ont sur les réseaux sociaux, etc. Les ramener sur le blog et à la fin de l'article, les emmener au call to action, à la conversion qu'on désire les faire faire. Et cette conversion, ça peut être de les envoyer sur une page produit, par exemple. Si on fait une comparaison de 2 différentes poignées de porte dans un article, on peut mettre, c'est tout à fait logique de mettre des liens vers les pages produits des produits qu'on compare, parce que ce sont des liens tout à fait navigationnels, en fait, qui sont suivis, parce que l'intérêt de l'utilisateur est d'abord de se renseigner sur quelle est la poignée qui pourra mieux correspondre à sa recherche, et ensuite aller directement sur cette page-là. C'est un exemple un peu tordu, les poignées de porte, mais c'était pour donner un cas concret. Je trouve au contraire que c'est un très bon exemple, puisque ça montre qu'on peut créer de la valeur ajoutée dans tous les domaines quand on est expert. Et être expert, c'est avoir une connaissance non liée au référencement aussi à apporter. Une connaissance produit, vraiment le sujet en lui-même. Donc réécrire par exemple simplement des fiches produits en partant d'une description du fournisseur ne suffit pas pour bien se positionner. C'est-à-dire que si on part d'une description de mauvaise qualité et qu'on décide de la réécrire pour l'améliorer, pour la rendre plus agréable, plus agréable et de meilleure qualité, est-ce que ça suffit tout simplement à sortir la page du lot, ou est-ce qu'elle va rester bloquée en raison d'un manque de valeur ajoutée, de contenu unique, spécial en fait? Ouais, alors c'est une question où je peux pas répondre oui ou non. Évidemment, ça dépend des cas en fait. Oui, ça dépend des cas. Ce que je peux dire, c'est que de toute façon, ça peut pas être un signal négatif. Si vous passez du temps et amenez votre propre contenu, votre propre opinion, vos propres connaissances sur un sujet, ça peut pas être négatif de toute façon. Surtout si on prend en compte que la description est sans doute similaire à une description qu'on peut trouver sur 30 autres sites sur Internet. Oui, c'est le cas. Ok, merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions en direct? Je vois qu'on s'interroge, bon, ça devrait aller. On va passer à la suite alors. Je trouve. Ah, c'est bon, oui. Oui. Bonjour. Si j'avais une petite question en fait sur pour revenir au balisage sémantique dont on parlait tout à l'heure. Je voulais savoir si Google interprétait un peu plus que simplement schema.org et utilisait aussi des données structurées XML plus larges, quoi, voire même faisait des connexions avec des données des bases de données type DBpedia pour enrichir les associations entre entités pour la fabrication des cartes et ce genre de choses. Est-ce que ça va plus loin que simplement schema.org, le balisage sémantique et l'utilisation du RDF, de tous ces formats-là, quoi, des triples RDF, quoi. D'accord. Je pense que de ce que je sais, non, pas spécialement. Je pense que Google cherche toujours les informations là où elles sont. Je peux pas répondre est-ce que ça utilise particulièrement une base de données ou une autre. C'est compliqué. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je sais pas si Zineb a plus d'informations. En fait, la base schema.org, c'est simplement un standard qui a été mis en place par Google, Yandex, Baidu et d'autres moteurs de recherche pour faciliter la tâche aux propriétaires de sites et webmasters et leur dire, écoutez, c'est vrai que nous, on peut apprendre beaucoup de choses sur votre site, mais vous pouvez nous faciliter la tâche et rendre les choses plus rapides si vous balisez vous-même votre contenu. Tout simplement. Mais maintenant, Vincent a mentionné tout à l'heure le machine learning. Voilà, Google est une machine qui apprend au fur et à mesure de l'exploration du web. Et le web est énorme et on apprend qu'il y a de nouvelles entités. Par exemple, le fait de rajouter des nouvelles entités au standard schema.org, c'est quelque chose c'est parce que les moteurs de recherche ont découvert ces entités sur les sites et ils ont appris que c'était utile aux webmasters et ils les ont rajoutées dans schema.org. Mais maintenant,
pour répondre à votre question, il n'y a pas d'autres bases de données spécifiques qu'on utilise, mais on essaye de comprendre le web le plus possible. Et les cartes sont générées via schema.org et via du machine learning. Mais si vous voulez nous faciliter la tâche et rendre les choses plus rapides pour vous, utilisez le balisage schema.org. Ok, merci. Ok. Alors, question suivante, qui nous vient de Nicolas Trimardo, toujours. Les taux de rebond, temps moyen passé sur le site et les autres données relatives à la qualité du trafic d'un site ont-elles un impact sur le SEO? Pas directement. Indirectement, oui, puisque un site qui, a priori, a disons, si vous faites attention à vos analytics, c'est que, a priori, vous essayez d'améliorer votre site, vous essayez de comprendre quelles sont les pages qui correspondent le mieux aux attentes des visiteurs. Une page qui a un gros bounce rate, par exemple, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle fonctionne pas? Vous faites des tests, vous améliorez. Au final, vous avez un site web avec lequel les gens interagissent plus. Vous faites sûrement de la création de contenu au passage. Et du coup, indirectement, surveiller ces indices-là de votre côté améliore la qualité de votre site web. De façon, par conséquence, Google devrait, à travers d'autres signaux, comprendre que la qualité est meilleure. Alors, nouvelle question de Mathieu Chartier qui nous demande: Google prévoit-il de passer les SERP en scroll infini ou via un trigger pour un bouton afficher plus? Nous avons des tests aux États-Unis et l'idée semble vraiment excellente. Il me semble que c'est déjà le cas. Je crois qu'en allant dans les paramètres de son compte, on peut régler le nombre de pages, de résultats qui s'affichent sur les pages de recherche, il me semble. Après, d'en faire quelque chose accessible de manière plus simple à travers un bouton simple dans les résultats, je ne sais pas. Oui, je vais juste compléter ce que dit Vincent. En fait, la réponse est dans la question. C'est un test en ce moment. C'est un test qui est lancé qu'aux États-Unis. Comme tous les tests, on les lance d'abord aux États-Unis, puis on regarde comment l'utilisateur se comporte. Et l'idée derrière ce test de scroll infini ou de bouton trigger, c'est surtout pour améliorer l'utilisation sur mobile. Donc voilà, c'est le but du test. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les données. Donc voilà, ça reste au stade de test. Il me semblait bien que j'avais vu ça quelque part. Question suivante qui nous vient de Pluggedhead. Dans le cadre d'un site de e-learning multilingue qui utilise des vidéos avec des sous-titres, Google permet-il de référencer mes sous-titres et sans duplication? Merci. Bonne question. Alors, les sous-titres dans la vidéo, j'imagine. Si les sous-titres sont sous la vidéo, ne sont pas intégrés dans le player, à ce moment-là, il faut une version de la page pour chaque langue des sous-titres et faire le balisage correct après pour faire comprendre quelle langue est concernée. Si on parle de vidéos, de sous-titres dans les vidéos, comme ce que peut fournir YouTube par exemple, il me semble que ce n'est pas utilisé directement dans le référencement. C'est un élément externe. Quand on embed une vidéo YouTube sur une page, c'est un élément externe. Là, on se retrouve dans un cas où on peut avoir 50 pistes de sous-titres sur une vidéo. L'indexation me paraît compliquée, notamment dans les langues. Donc, ce que j'aurais tendance à recommander, ce serait de peut-être mettre une version des sous-titres sous la vidéo sur la page web qui correspond à la page par langue. Ouais. Il y a toute une documentation qui existe à ce niveau-là et qui est consultable en cherchant site multilingue Google. On va pouvoir la trouver sans trop de problème. Alors, Mathieu qui nous reprécise sa question de tout à l'heure. Pour revenir sur ma question sur les SERP, on peut effectivement gérer de 10 à 100 résultats par page. Là, on serait vraiment sur les SERP en scroll infini. Ouais, donc c'est
C'est la réponse qu'a faite Zineb, c'est un test qui est fait actuellement. Casserait la chasse à la première page. J'aime bien cette expression. Alors, Mathieu toujours, qui nous demande la fréquence d'indexation des pages est-elle vraiment gérée automatiquement par Googlebot? Par exemple, mon blog est passé de 2 articles par mois à 3 articles par jour, et après 4 mois comme ça, rien ne semble changer dans le rythme d'indexation. Normal. Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que la fréquence d'indexation va augmenter, ou en tout cas va être modifiée. La première, c'est de s'assurer que lorsqu'on crée des nouvelles pages, qu'elles sont déclarées à Google, pour que Google sache, pour que les robots sachent qu'elle est ici. Donc, extrêmement important d'avoir un sitemap bien à jour en permanence. Important d'avoir un linking interne, des liens internes bien structurés et logiques qui permettent de découvrir les nouvelles pages facilement. Et la troisième solution est de prendre certaines de ces nouvelles pages et de les envoyer à l'indexation dans la Search Console. Alors, ne pas faire automatiquement pour chaque page qui est créée, c'est pas pour ça que l'outil Explorer comme Google, Explorer et envoyer à l'indexation a été créé, mais ça peut aider le Googlebot à comprendre que des nouvelles pages sont créées de manière un peu plus régulière. Après, il se peut très bien aussi que ce soit un bug. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est Mathieu, je peux vous inviter à venir poster sur le forum et voir s'il y a un problème en particulier avec votre site, que ce soit de votre côté ou de notre côté. Ça, je peux pas savoir. Et précision aussi, on peut aussi, c'est pas vraiment la question, mais j'en profite puisqu'on a eu cette question-là. On peut gérer l'indexation, la fréquence de visite des pages par Googlebot de manière restrictive, c'est-à-dire qu'on peut dire au Googlebot de moins venir que ce qu'il fait actuellement, notamment si ça prend trop de ressources serveurs ou d'autres problématiques de ce genre. On approche de l'heure de fin, mais comme on a commencé un petit peu en retard, on peut continuer un petit peu peut-être. Je sais pas s'il y a encore des questions en direct, ou si tout a été répondu, tout est parfait. Bon, on va continuer. Alors, Antoine Giraud qui nous demande imaginons le cas d'une version de test d'un site web accessible via un autre domaine que le domaine principal. Donc, par exemple, on a exemple.com qui est en test et qui est où il y a un lien vers exemple.com depuis un autre domaine. Subitement, la version de test est indexée par Google par négligence du webmaster. Cette situation peut-elle mener à une perte de visibilité du domaine principal? Tout va dépendre. Google essaie toujours, de manière générale, d'attribuer la paternité d'un contenu à une page pour savoir quelle page est la plus autoritative, qui est l'auteur original du topic, du sujet, du contenu sur la page. Du coup, si on a un contenu sur un domaine et on se rend compte que tout d'un coup, il y a un autre site qui est une copie conforme de ce domaine-là, avec les mêmes pages, les mêmes contenus sur les pages, les mêmes liens, il va y avoir en fait normalement algorithmiquement, automatiquement, une duplication. On va comprendre que c'est du contenu dupliqué et on ne va pas donner cette paternité du contenu à la nouvelle page, au nouveau domaine. Donc il y a des garde-fous en place pour justement éviter ce genre de problématique. Pour éviter ce genre de problématique, par exemple lors de négligence de webmaster, pendant des refontes de sites, des migrations, etc. Mais aussi pour éviter les problématiques de spam où certaines personnes copient intégralement des sites web. Donc a priori, non, ça ne devrait pas avoir une influence négative sur la visibilité du domaine principal. Il se peut que ça en ait une, parce qu'il y a toujours des erreurs possibles, et dans ce cas-là, c'est un peu pareil. Je vous invite, si c'est le cas, s'il y a eu un problème, à mettre en place, à venir, en parler sur le forum d'aide au webmaster de Google.
Zineb, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que une mesure préemptive pour contrer ce genre de problème, c'est sur le domaine sur le domaine de test, pardon, de mettre déjà sur les pages de test des liens de relations canoniques entre la page de test et la page qui existe toujours sur le domaine principal. Donc, par exemple, si je reprends du contenu de mon site, mon vrai site, et que je le mets sur une page de test, à ce moment-là, dans le header, d'aller préciser que la page canonical pour ma page de test, c'est la page qui a le contenu sur mon site principal. Et du coup, Google comprend que c'est une page dupliquée et qu'il doit indexer plutôt la page canonical que la page de test. Oui, oui. Le, le link, l'élément lien rel canonical permet justement de dire à Google quelle est la page principale. Par contre, dans la question d'Antoine, moi, ce que je comprends, c'est que une version en pré-prod a été mise en ligne par accident avant la version en prod d'un site et a été indexée. Bah, là, malheureusement, si elle a été indexée dès le départ, il faut effectivement la désindexer le plus rapidement possible quand la page de prod est en live. Et comme tu as dit, Vincent, il y a des garde-fous de façon qui nous permettront de dédupliquer les deux pages correctement et d'attribuer la paternité au site live, en fait, au site qui aura des impressions en live sur Google Search. Et puis, la seule chose que j'ai envie de dire ici, c'est juste un rappel. Faites attention avec toute votre page en pré-prod. Il faut restreindre l'accès à Googlebot et limite mettre un accès en password, un accès en login password pour tous les utilisateurs. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème avec votre page en pré-prod. Merci. Alors, nouvelle question de Nicolas, toujours. Dans quelle mesure la notation d'une société avec les avis Google impacte-t-elle le référencement? Le blog se trouvera à droite des résultats sur la recherche exacte du nom de la société. Donc, j'imagine que c'est les avis dans Google Maps, par exemple. Ça n'a aucun impact sur le référencement d'un site web en particulier. En revanche, évidemment, c'est intéressant, comme disait Zineb tout à l'heure, c'est les résultats de recherche. On n'est plus uniquement sur les 10 liens bleus. Il y a toutes les propriétés différentes qui existent sur une page de résultats de recherche. Et parfois, ça peut avoir du sens si on est un petit commerce local et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir un site web qui représente de la maintenance, des connaissances qu'on n'a pas forcément, etc. Apparaître dans le bloc donc qui se trouve à droite sur les recherches, avoir des avis, répondre aux avis sur cette page-là, la faire vivre, etc. peut avoir beaucoup de sens aussi. Voilà, donc après on a une question de Paparazzi Info qui nous demande bonjour, je voudrais savoir ce qu'est Google Contributor, les top contributeurs, j'imagine, dont j'ai parlé au tout début. Alors donc, on a un forum de support Google pour les webmasters en français, en italien, en espagnol, en anglais, dans une quinzaine de langues. Et ce forum existe pour qu'il y ait des discussions sur les problématiques que les webmasters ont quand il s'agit du référencement et de leur site et de la relation de leur site avec Google. Et ce sont des forums lus par des Googlers. Des Googlers participent parfois sur ce forum, mais il n'y a pas une assurance de réponse en fait. C'est une communauté qui vit sur ce forum-là. Et on a des top contributeurs qui ont certaines responsabilités de modération. Ils ont un peu plus de droits que les utilisateurs normaux du forum. Et surtout, en fait, ils ont acquis ces droits supplémentaires par leur expertise. Ce sont des personnes qui ont passé beaucoup de temps sur ce forum, qui aident les autres utilisateurs depuis très longtemps, qui donnent de leur temps, de leur passion, de leur expertise. Ce sont des gens qui connaissent bien les problématiques Google, voire même très bien les problématiques Google, et qui sont en fait qui donnent une réponse autoritative dans l'immense majorité des cas, qui trouvent les problèmes, qui répondent aux questions, qui aident les webmasters débutants, etc. Ce sont des personnes qui ont aussi
qui discutent avec certains Googlers et qui, par exemple, sont invités en Californie de temps en temps ou à Paris pour les francophones. Il y a des possibilités d'échange avec des Googlers aussi qui existent. Il y a un site pour les top contributeurs. Je crois que c'est top contributor en anglais .withgoogle.com. Mais je suis pas persuadé. Mais il y a plus d'informations là-bas sur le programme Top Contributor. J'ai une petite question à propos de Google Panda, si je peux me permettre. Vas-y. Elle est rapide. Je voulais juste savoir si Google Panda était toujours exécuté une fois par mois ou si l'algo était intégré, enfin si Google Panda était tout simplement intégré à l'algo de Google général, tout simplement. Non, Panda, c'est toujours un rafraîchissement qui est fait de manière plus ou moins régulière, et on a le feedback que ça pourrait être plus régulier. C'est un feedback qu'on entend et il y aura peut-être des changements dans l'avenir. D'accord, donc Google Panda n'a pas été mise à jour depuis un petit moment alors. Ça fait un petit moment. Oui. D'accord, ok. Merci. T'en prie, merci de poser des questions en live. Je pense que ça devrait être bon. On a encore des questions mais qui ne sont pas reliées forcément au sujet. Donc si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la poser. Non, ça a l'air ça ne se bouscule pas au portillon. Si, je vais essayer de poser une petite question quand même. Aujourd'hui, c'est la journée des questions. Mais vas-y. Non, je me demandais juste si c'était une bonne idée d'utiliser la balise non-index dans le but de ne pas indexer des pages dites de contenu mince, enfin ayant du contenu mince, ou étant considérées comme étant de faible qualité, le temps de réécrire le contenu, tout simplement. Est-ce que ça reste une bonne idée? C'est une solution que j'ai vue plusieurs fois sur des forums, mais je me demandais si c'était une solution qui était finalement viable. De mettre une balise méta non index sur des pages qui ne sont pas forcément de bonne qualité afin d'améliorer le classement de celles qui le sont. D'accord. Je pense que évidemment, sans avoir le site en question, difficile de répondre. Si tu réfléchis de cette manière-là, en fait, tu penses toujours plus à Google qu'à tes utilisateurs, ce qui, de manière générale, n'est pas recommandé. Il faut vraiment se concentrer d'abord sur tes utilisateurs. Après, est-ce que c'est une technique qui peut valoir le coup? Je ne sais pas. Je peux voir potentiellement des dommages apportés au site si tu fais ça en fait. Comment Googlebot est censé comprendre si du jour au lendemain, ton site passe de 10 000 pages à 1500 qui sont indexables et indexées. Ça peut vraiment en fait donner une mauvaise impression, à savoir plein de pages disparues du jour au lendemain, etc. Bon, il peut y avoir des raisons de faire ce genre de coupe dans le nombre de pages indexées, mais ça peut aussi être vu de façon négative. Oui, en fait, l'idée, c'était tout simplement enfin, je pense pas uniquement à Google, c'est vraiment l'expérience utilisateur qui prime. Et l'idée de désindexer des pages, en fait, je faisais référence ce que j'appelle le contenu mince, ce que j'ai pu lire sur Internet, associé au contenu mince. C'est par exemple d'éviter à ce que l'internaute tombe sur des pages de catégories n'ayant qu'un seul produit. Et l'idée, c'était tout simplement de réduire ce nombre de pages-là, éventuellement par le biais d'une balise no-index, afin d'éviter leur nombre et d'éviter une frustration trop importante des internautes qui tomberaient sur ce genre de page. Parce que je pense que ça ne doit pas être positif pour l'expérience utilisateur de se retrouver sur une page catégorie avec un seul produit. Écoute, moi j'aurais tendance à dire non, puisque c'est pas forcément... Tu peux avoir un produit en ce moment sur ta catégorie, mais en avoir un autre qui arrive plus tard et qui du coup... En fait, là, si tu commences à rentrer dans ce jeu-là, tu réfléchis vraiment trop au Google. Le chemin de l'utilisateur, ça va être d'essayer de trouver le contenu qui répond directement à sa question. Il se trouve qu'actuellement, sur ton site d'e-commerce, il n'y a plus qu'un produit qui est disponible dans une catégorie en particulier, mais ça peut évoluer dans l'avenir. Si tu commences à vraiment mettre en place un truc aussi fin
d'aller voir alors quelles sont mes catégories, lesquelles je mets en no-index, lesquelles je mets pas en no-index. C'est une logique qui d'abord est intenable. Enfin pour toi au niveau gestion, ça va être carrément embêtant. Et, euh, et en plus, voilà, Google, comment Googlebot va comprendre ça? Il y a certaines catégories, certaines pages catégories indexées, d'autres pas indexées. Est-ce que ça veut dire que je dis n'importe quoi, mais du coup, s'il y a 2 produits seulement sur la page catégorie, ça veut dire que la page vaut beaucoup moins le coût que s'il y en avait 12. Enfin, c'est des critères qui sont un peu, qui me paraissent un peu abscons à ce niveau-là. Parce que vous ne considérez pas qu'une page avec peu de contenu soit de mauvaise qualité? Si Pas elle est bon. dans le chemin utilisateur, ça va dépendre. La définition du contenu de basse qualité aussi, de contenu mince, comme tu dis, est assez changeante en fonction des sites, en fonction de l'écosystème dans cet espace-là sur Internet, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Je me permets de rebondir encore une dernière fois par rapport au contenu de mauvaise qualité. Enfin, il y a eu récemment Google qui a publié les guidelines pour les quality raters. Oui. Enfin, qui donne pas mal d'informations sur la manière selon laquelle les pages sont notées. Et puis on a un paragraphe qui est assez intéressant sur le contenu copié, le contenu dupliqué, à savoir que les quality writers doivent attribuer une mauvaise note aux pages qui ont simplement du contenu dupliqué, copié, sans avoir apporté de valeur ajoutée. Donc par définition, le contenu dupliqué sans valeur ajoutée, c'est du contenu de mauvaise qualité. Et ces pages-là, est-ce qu'il serait judicieux de les supprimer ou de les désindexer dans le but de les enrichir et de les réindexer plus tard, éventuellement? Est-ce qu'on peut garder certaines pages de mauvaise qualité mais ne pas les présenter à Google, sous prétexte qu'elles sont dupliquées? C'est ma problématique. D'accord. Je me permets de répondre en fait tout simplement pour confirmer ce qu'a dit Vincent, c'est que j'ai l'impression que vous réfléchissez trop pour Google. Posez-vous la question tout simplement, si les pages sont de mauvaise qualité, si vous l'admettez, pourquoi est-ce que vous voulez les garder pour les présenter aux utilisateurs? Pourquoi les avoir créées déjà à l'origine? L'idée, c'est de vendre des produits. Après, on n'a pas forcément Oui, mais les moyens si vous immédiatement. êtes sûr qu'elles sont de mauvaise qualité, votre produit ne se Pour moi, vendra elles ne sont pas de mauvaise qualité, mais pour le moteur de recherche qui va considérer que la description du produit se retrouve sur d'autres sites et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, il va considérer que c'est de mauvaise qualité. Alors que Non, moi, derrière, il va tout simplement indexer une seule page de bonne qualité et présenter cette page-là à l'utilisateur. Donc, vous n'avez rien à faire de votre côté. Si on considère que certaines pages sont de mauvaise qualité, on risque pas de les présenter à l'utilisateur de manière très visible. On présentera d'autres pages de meilleure qualité avant et ça vous donnera le temps à vous, webmaster, de travailler sur le contenu de ces pages-là et d'améliorer le contenu pour le présenter à Google par la suite. Mais ça sert à rien comme a dit Vincent, de perdre votre temps à désindexer, réindexer, etc. Il vaut mieux laisser vos pages telles qu'elles sont, les améliorer si vous jugez que ces pages-là doivent exister sur le site, et si vous jugez que ce sont des pages fantômes, des pages satellites, qu'elles n'ont aucun but, alors là, oui, il faut les désindexer, carrément les mettre en 404. Mais si c'est des pages qui sont amenées à être améliorées, il vaut mieux les laisser indexer. d'accord, ok. Mais bon, est-ce que si on a une proportion trop importante de pages avec du contenu dupliqué sans valeur ajoutée, est-ce que ça risque pas d'impacter l'ensemble du site comme le veut un peu l'algo Google Panda? C'est le boulot de Google de faire la différence entre les pages de bonne qualité qui répondent à l'internaute et celles qui ne le font pas. S'il y a trop de pages de mauvaise qualité, ça peut donner, oui, des mauvaises indications sur, en tout cas, la quantité de bon contenu sur le domaine. Ok. Un point sur ce que tu disais, donc la mauvaise note donnée par les quality writers. Pour préciser un peu, il faut faire la différence. Il y a deux types de quality writers. Il y a les quality writers qui sont l'équipe dans laquelle je suis, qui sont en interne, qui parlent avec les ingénieurs, qui sont beaucoup plus, qui ont un impact beaucoup plus direct sur ce qui se passe en direct dans l'algorithme en fait et dans les pages de résultats. Et il y a aussi les quality writers qui ont le guide qui a été partagé cette semaine, la semaine dernière, qui eux sont en fait des personnes qui vont voir deux résultats différents et qui vont dire en fait lequel est le meilleur et qui en fait
font ces tests-là, c'est des tests AB en fait, pour donner des informations aux ingénieurs si un changement d'algo correspond plus, fournit des résultats de meilleure qualité en fait. Donc, c'est pas parce que selon un critère de ce guide qui a été publié, la page est de mauvaise qualité, c'est pas pour ça qu'elle sera désindexée demain du moteur de recherche. D'accord. Merci. Pas de problème. Bah, merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui nous ont rejoints et à nos deux braves qui ont posé des questions en direct. Et du coup, on peut continuer cette discussion-là sur le forum et en live si vous pouvez venir à des conférences qui sont données par Zineb ou par moi ou par d'autres Googlers en France ou à l'étranger. Est-ce que vous avez une autre date pour un prochain Hangout en français? Non, a priori, rien de prévu. Et avant la fin de l'année, ce sera très compliqué. Donc sûrement en début d'année prochaine. Ok. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée.